On va pouvoir démarrer. Bien, bonjour à tous, donc merci pour être présents sur ce webinaire. Donc juste un petit mot avant de laisser la parole donc à Régis pour vous parler de manière plus générale en quelques minutes de Think Smart Grid. Donc on propose ce sujet d'actualité autour du développement de la mobilité électrique sur ce cas particulier de la recharge et de la vue bidirectionnelle en fait des véhicules électriques. Donc avant d'en dire un petit mot tout à l'heure de présentation, de façon préliminaire à nos trois invités. Donc, invités de VDCom, d'Enedis, de Stellantis. Donc, je vais commencer par donner la parole à Régis, et puis ensuite, je ferai une petite présentation du sujet avant de laisser la parole à nos invités. Merci beaucoup, Marc. J'ai trois transparences si tu veux les partager. En attendant qu'on partage le document, je tiens à remercier évidemment Marc Petit de Centrale Supélec, qui est un des membres fondateurs de notre conseil scientifique à Think Smart Grid, pour avoir bien voulu animer ce webinaire. Et puis évidemment, je remercie les trois intervenants que tu présenteras tout à l'heure. Donc, Axel le Ménien, Mourad Tigercha et puis Damien Pierre Saint-Flou. Je les remercie par avance pour le témoignage qu'ils vont apporter. Vas-y, tu peux changer de slide, Marc. Juste en 3 minutes, 1 minute par slide, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Think Smart Grid. Nous sommes une association qui représentons l'intégralité de l'écosystème des réseaux électriques intelligents. Vous voyez apparaître sur le slide les membres. On a à peu près une centaine de membres qui viennent du monde de l'énergie, de la production jusqu'à la consommation, du monde du digital et de plus en plus du monde de l'automotive. Et vous verrez que ça aura un lien très très fort avec l'énergie. Nous sommes présidés par l'actuel président du directoire de RTE, Xavier Pietchazik, et avons un certain nombre d'accords et d'activités pour promouvoir le savoir-faire français à l'international. Le cœur de notre activité marque sur le deuxième slide. On travaille sur évidemment la digitalisation des réseaux électriques, transport et distribution, mais celui-ci est déjà largement numérisé et smart. Et donc aujourd'hui, on travaille au déploiement des solutions digitales qui vont optimiser l'efficience des réseaux électriques au travers de tout ce qui va se raccorder à l'amont du réseau électrique et donc l'optimisation du déploiement des productions renouvelables d'une part, et à l'aval, à l'accélération de l'électrification des usages, qui est évidemment le cœur de la décarbonation de notre système. Et au travers de ces productions décentralisées et de ces nouveaux usages électrifiés, on se doit de déployer tout un pan de solutions digitales pour optimiser production et consommation, le cœur de notre activité étant donc de promouvoir des solutions digitales dans les bâtiments, on le verra aussi sur les bornes de recharge, pour que finalement les consommations d'électricité soient optimisées dans tous ces nouveaux sites, dit autrement qu'on consomme mieux, qu'on consomme au bon moment pour le système électrique, voire qu'on puisse diminuer ou réduire les consommations. Et le dernier slide que je vous présente, c'est nos activités à venir. Je vous les remets parce que certaines sont privées, mais surtout pour les publics. Nous serons présents au congrès de la FNCCR. Pour ceux qui y passent, nous aurons un stand, interviendrons sur une keynote et la table ronde sur le déploiement industriel de la flexibilité dans les territoires. Début juillet, nous aurons une table ronde sur la conduite des réseaux dans un nouvel environnement d'énergie renouvelable. Et puis, les publications qui ont été réalisées en 2024, l'une sur l'avènement de l'autoconsommation collective dans les déploiements, l'autre sur les barrières au déploiement de la flexibilité dans les territoires. Et deux grosses publications qui arrivent, l'une sur la souveraineté de la France quant à l'électronique de puissance, et l'autre sur un livre blanc sur les flexibilités qui sortira en septembre concernant les interfaces techniques et technologiques
à déployer dans les bâtiments tertiaires, et donc on a tout ce qui touche au GTB et aux EMS, qui devront être interfacés avec le monde du système électrique, des fournisseurs d'électricité, des agrégateurs et des opérateurs de réseau, transport et distribution. Voilà pour nos activités. Marc, je vous remercie et je vous souhaite un très très bon séminaire. Merci beaucoup, Régis. Donc, je vais poursuivre par une petite introduction sur ce sujet, donc concernant ce webinaire et ce sujet véhicule to grid, véhicule to X. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une recharge bidirectionnelle? De base, les véhicules électriques sont tellement sont des charges pilotables, comme un certain nombre d'autres, mais comparativement à ce qu'on connaît bien, qui est le chauffe-eau électrique, par exemple, les véhicules électriques non seulement sont déplaçables, mais aussi ont cette possibilité complémentaire d'être modulables en puissance. Donc, ça permet d'envisager une demande électrique beaucoup plus flexible et qui peut s'adapter à une production plus variable et une production aussi locale plus variable qui peut amener à des contraintes sur le système électrique. Donc, évidemment, vu du réseau, ça a déjà une capacité de stockage, mais qu'on utilise plus classiquement de manière, on va dire, unidirectionnelle, puisqu'elle se décharge simplement en faisant des kilomètres. L'idée, c'est de pouvoir aller plus loin et d'en faire ce qu'on appelle parfois des systèmes de stockage stationnaire virtuels et en même temps bidirectionnels, donc de pouvoir charger et aussi décharger dans l'infrastructure électrique stationnaire et d'avoir une approche par agrégation de ces batteries pour un certain nombre de services vers le système. Donc le concept véhicule to grid, au départ, même si aujourd'hui on parle de manière plus générique véhicule to X, véhicule to grid, c'est un concept qui a été initié à la fin des années 90 aux États-Unis. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations en laboratoire, et puis peu à peu quelques tests un peu plus, on va dire, réels, mais toujours souvent quand même dans des environnements assez contrôlés. Et de là à faire à une mise, on va dire, sur le marché fiable, c'est beaucoup plus complexe. Donc, ce déploiement de ce qu'on appelle le véhicule 2X, dans le sens, c'est une généralisation du véhicule 2Grid au sens où c'est une bidirectionnalité par rapport à un besoin vis-à-vis du réseau, mais aussi un besoin plus local qui peut être à l'échelle d'un bâtiment. On parle de véhicule to building ou à l'échelle du domicile, mais dans ce cas-là, on parle de véhicule to home. Donc, pour cela, il y a besoin d'identifier des cas d'usage pertinents. Principalement, c'est est-ce qu'on envisage une décharge par rapport à un besoin amont compteur ou par rapport à un besoin aval compteur, mettre en place des technologies fiables et sécurisées, que ce soit pour le pilotage, pour le système de charge, pour aussi la sécurisation du réseau électrique, hein, la protection du réseau et toutes ces choses-là. Le cadre régulatoire, que ce soit de la régulation technique comme de la régulation économique pour la valorisation. Et bien sûr, il faut aussi des véhicules pour pouvoir le faire, parce qu'on peut imaginer beaucoup de choses, mais encore faut-il qu'il y ait des véhicules disponibles à l'achat pour les utilisateurs. Et ça, on voit que ça commence à arriver, puisque les premiers sur lesquels c'était envisageable, c'était beaucoup les véhicules Nissan. Mais récemment, Renault a annoncé pouvoir faire du véhicule to home avec sa future Renault 5. Et dans tout ça, un petit mot pour dire qu'il ne faut quand même pas oublier les utilisateurs parce que ça reste quand même des utilisateurs de véhicules électriques et il faudra aussi les mettre dans la boucle à un moment donné. Donc le véhicule to X, c'est une opportunité pour accompagner la décarbonation parce que à l'horizon 2050, plus d'énergie décarbonée intermittente, beaucoup plus de production locale et donc davantage de besoin de moyens de stockage. Or, on a ces fameuses batteries une sorte de moyen de stockage un petit peu dormant. Donc l'idée est de voir comment est-ce qu'on peut en faire de toutes ces batteries, comment on peut en faire un atout pour ce système électrique à l'horizon 2035 et au-delà. Et donc les questions qui se posent et sur lesquelles on va pouvoir discuter aujourd'hui dans travers ce webinaire, c'est quelles sont les avancées récentes et surtout les étapes à franchir et les perspectives pour les années à venir par rapport à ces technologies. Donc pour cela, on a invité sur ce webinaire donc 3 personnes d'acteurs importants sur ce sujet. Donc Axel Nicolas Leménian d'Enedis, qui est en charge des sujets innovation au pôle mobilité électrique d'Enedis, qui commencera dans la première intervention. Ensuite, ce sera suivi de l'intervention de Mourad Tigercha de VDCom, Mourad qui est directeur du domaine électrification au sein de VDCom. Donc VDCom, qui est donc un institut pour la transition énergétique dédié
à la mobilité décarbonée. Et enfin, Damien-Pierre Saint-Flou, qui est responsable d'innovation sur les systèmes de recharge de véhicules électriques au sein du groupe Stellantis. Alors, ce qu'on propose, c'est on prendra, en fait, chaque intervention fait à peu près une quinzaine de minutes. Donc, on prendra quelques questions à la suite de chaque intervention et on aura la possibilité de reprendre quelques questions tout à la fin. Voilà, donc je vais commencer par donner la parole à Axel Nicolas Lebaignan pour la première intervention concernant le point de vue d'Enedis sur ces sujets. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, parfait. Donc effectivement, sur ce sujet, moi, j'ai choisi de présenter, d'organiser mon intervention en deux temps. Le premier temps autour de la valeur du V2G et des impacts pour Enedis et le système électrique. Et puis le deuxième, qui fait écho à ce que tu as dit en introduction, Marc, sur le passage de l'expérimentation à l'industrialisation. Qu'est-ce qui permet ce passage et puis qu'est-ce qui reste à faire en focalisant autour des sujets de distribution d'électricité notamment, mais pas uniquement. Sur le premier, si tu peux juste mettre le premier, merci beaucoup. Sur le premier sujet, donc sur la valeur, la première chose qu'on se doit de présenter, nous, gestionnaires de réseau de distribution, c'est de dire que le V2G, c'est un des éléments de flexibilité que va permettre le véhicule électrique. Ce n'est pas le seul et ce n'est pas le premier à mettre en place. Voilà. Donc, je vais insister dans la suite de ma présentation sur la valeur spécifique du V2G, mais le message qu'on passe, nous, c'est qu'il y a un gros besoin de flexibilité sur le système électrique français pour les années qui viennent. On l'estime de l'ordre de grandeur de la dizaine de gigawatts, ce qui est extrêmement significatif dans 10 ans, en 2035. Et que pour arriver à cette flexibilité, il y a pas mal de choses à mettre en place, il y a pas mal de solutions. C'est ce qui est présenté sur la gauche du slide. Donc, à gauche, c'est le découpage des flexibilités. Normalement, c'est des choses assez maîtrisées dans cette configuration. Puis à droite, c'est la mise en œuvre concrète pour un véhicule électrique avec des exemples. Ce n'est pas forcément exhaustif. Et le message qu'on passe à Enedis, c'est dire la première priorité, c'est quand même de mettre en place de manière large et généralisée un pilotage tarifaire statique et de la modulation de puissance, et seulement après du pilotage tarifaire dynamique. Si je rentre maintenant dans ce sujet du pilotage dynamique dans lequel nous, on classe le V2G, on voit 4 éléments de valeur qui sont significatifs et qui sont là encore également ordonnés. Les deux premiers sont des éléments de valeur qui concernent le client. La première valeur que le V2G va apporter, c'est pour le client avant de penser système électrique. C'est important de le rappeler également. Le premier sujet, il est sur la facture de sous-tirage avec les véhicules qui vont s'implanter sur un bâtiment quand on est dans un milieu entreprise ou à la maison quand on est en résidentiel. On va avoir l'opportunité d'optimiser sa facture de sous-tirage, c'est comme ça qu'on l'appelle, sa facture de fourniture d'électricité, de manière beaucoup plus, en allant beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire si on n'a pas le V2G. Et d'une manière générale, nous on pense que la valeur, elle est dans le pilotage tarifaire, ça vous l'aurez compris, et ensuite dans le V2G, la différence entre pilotage statique et pilotage dynamique, en fait, elle est assez marginale pour l'utilisateur. En revanche, le V2G va permettre d'aller beaucoup plus loin et d'apporter un complément. Donc, tout ça a été chiffré, valorisé par un certain nombre d'études. Nous, on en parle dans notre guide sur le rapport pilotage sur notre site web, mais il y a plein de publications sur le sujet. La deuxième chose qui est importante, c'est que quand on réfléchit, et ça va optimisation de la facture, on pense assez vite tout de suite à diminuer le pic de consommation au moment de la fin de journée, typiquement
au moment où l'électricité est la moins abondante et la plus recherchée, notamment en hiver, et également en début de matinée. En revanche, la vraie valeur pour nous du pilotage dynamique des véhicules électriques, ça va être aussi de placer la charge au bon moment, c'est-à-dire au moment où l'énergie est abondante. Donc, au-delà de, par exemple, ce que font les Anglais, de vraiment se focaliser sur le pic et écarter du pic, on pense que la valeur qu'il faudra aller chercher, c'est surtout de placer au bon moment, et notamment quand il y a de l'abondance d'électricité, soit parce qu'il y a beaucoup de production, soit parce qu'il y a peu de consommation, soit parce qu'il y a beaucoup de production et peu de consommation. Exemple des heures solaires de début d'après-midi en été, par exemple, et notamment au week-end. Le deuxième sujet, toujours pour le client, qui cette fois a une installation de production, le V2G va être un complément intéressant pour pouvoir éviter d'écrêter, c'est-à-dire éviter qu'il ne puisse injecter toute sa production au moment où ils sont au-delà de la capacité du réseau à prendre. Et puis également valoriser son achat les achats de sa production, par exemple en faisant du stockage et en revendant l'énergie qu'il a produit, mais au bon moment, c'est-à-dire au moment où il va pouvoir le valoriser plus cher. Une fois qu'on a fait le tour de la valeur pour le client, il y a la valeur pour le système électrique. Et là, sur l'équilibre offre-demande, il y a un vrai besoin de flexibilité qui va augmenter avec plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'électrification des usages, qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de consommation d'électricité dans les années qui viennent. C'est significatif, hein, on parle de passer de 450-465 TWh aujourd'hui à plus de 600, 615 dans les dernières estimations RTE, son scénario de référence en 2035. Donc ça fait pratiquement, ça fait 40% de plus, quoi, en gros. Il y a aussi, on anticipe des pertes de flexibilité parce qu'aujourd'hui, on a 4 à 5 gigas de flexibilité avec les ballons d'eau chaude qui sont des ballons d'eau chaude de Joule, donc qui chauffent avec une résistance. Et demain, avec des ballons d'eau chaude thermodynamiques, cette flexibilité, on n'est pas sûr d'arriver à la conserver, tout simplement parce que le rendement d'un ballon d'eau chaude thermodynamique est plus élevé quand il fait chaud, donc en journée, que la nuit. Donc, plus le développement des ENR qui fait arriver un mix énergétique fatal, pas forcément aux heures où il y a de la consommation, tout ça renforce le besoin de flexibilité. Et donc, les millions de véhicules, les dizaines de millions de véhicules qui vont arriver sur le marché, si elles ont des capacités de pilotage évoluées, elles vont pouvoir servir ces besoins de flexibilité. Et le dernier sujet, c'est rendre service au réseau. Donc, quand je dis réseau, j'aurais dû, erreur de ma part, mettre au pluriel. Au réseau, je pense au réseau de transport et au réseau de distribution. Et aujourd'hui, nous, on estime qu'il n'y a pas de service du V2G pour les réseaux locaux, on va dire, pour des problématiques locales, pour les 10 ans qui viennent. Donc, vraiment, le bénéfice, il est allé chercher sur les 3 premiers paquets. Après, ça n'empêche pas qu'on continuera à regarder ça dans les années qui viennent pour voir si on ne pourrait pas faire appel au V2G pour optimiser nos réseaux pour les années pour la décennie d'après. Malgré tout ça, on regarde les impacts pour le réseau de distribution et notamment beaucoup d'impact sur la façon dont on va dimensionner nos ouvrages, que ce soit lors des raccordements ou lors des planifications. Et puis également dans la façon dont on va conduire et exploiter les réseaux, du fait que on va avoir beaucoup de personnes, beaucoup de véhicules sur les réseaux qui vont pouvoir injecter à certains moments. Voilà. Et on a toute une problématique sur laquelle je ne reviendrai pas, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'était juste pour partage, sur la gestion des contrats, parce qu'avec aujourd'hui, c'est surtout pour le résidentiel, il y a la plupart du temps 0 ou 1 moyen de production à la maison. Typiquement du PV, du photovoltaïque sur le toit. Là, on risque d'avoir dans pas mal de cas 2 sources de production derrière le même PDL dans le jargon, c'est-à-dire derrière le même point de livraison. Et ça, c'est des problématiques qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien adresser et donc sur lesquelles il faut qu'on se prépare. Et ça fait la transition sur mon slide d'après, s'il te plaît, Marc.
qui est un petit rappel en haut sur les expérimentations sur lesquelles on travaille directement, nous, Enedis, Vélicom, je pense, on reparlera juste après, et sur lesquelles ou qu'on regarde, parce qu'on n'est pas forcément partie prenante. Donc, il y a pas mal d'expérimentations qu'on a menées, dont certaines en France, d'autres en projet européen, et dont l'objectif était de savoir est-ce que on va pouvoir piloter, nous, gestionnaires de réseau, des véhicules pour pouvoir je veux dire, envoyer un signal qui permet au véhicule d'aider le réseau. Et ça, on a démontré, notamment avec Stellantis, avec Renault, avec d'autres, qu'on arrivait à le faire. Donc aujourd'hui, la technique est disponible et fonctionne en laboratoire pour pouvoir opérer ces recharges. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter les membres de ces consortiums que j'affiche. Et il y en a sans doute plein d'autres que je n'ai pas cités. Ça, c'est les expérimentations. On a travaillé, alors je ne l'ai pas mis sur le slide, mais il y a tout un travail très important aussi autour des normes d'interopérabilité pour arriver à essayer de faire aboutir un écosystème qui permettra le fonctionnement du V2G. Mais jusqu'à présent, ça restait des expérimentations. Alors, tu l'as cité tout à l'heure avec des véhicules Nissan, on a des véhicules grande série qui permettent de faire du V2G aujourd'hui. On en a un certain nombre. Nous, Enedis, on a une trentaine qui sont reliés avec des bornes bidirectionnelles et on fait un petit peu d'injection, mais d'abord, ce n'est pas du V2G. Et ensuite, ça reste, c'est-à-dire qu'on reste au niveau du bâtiment. Et ensuite, ça reste assez confidentiel. Et donc, le passage de l'expérimentation à l'industrialisation vient d'un triptyque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des véhicules en grande série, en grande quantité, qui soient compatibles V2G. Il faut qu'on ait des bornes de recharge qui permettent de faire cela et qui soient destinées aux différents marchés, c'est-à-dire à la fois au marché entreprise pour les parkings des bâtiments tertiaires notamment ou des industriels, et au marché résidentiel, qui sont des produits différents. Et il faut des contrats d'achat, parce que si on n'a pas de contrat d'achat, on ne fera pas du V2G, on fera du V2H, du V2B, mais on ne fera pas du V2G. Et ça, eh ben, il y a un certain nombre de signaux. Alors, Marc a parlé dans son introduction des annonces de Renault. D'autres constructeurs, on sait, suivent de très près et vont annoncer des choses de leur côté. Et donc ça, on sent que dans les mois qui viennent, on va avoir ce triptyque de disponible pour des quantités extrêmement significatives. Et donc, du coup, l'étape d'après, c'est l'industrialisation du reste, on va dire. C'est-à-dire une fois que les industriels ont organisé ce triptyque, bah, il y a un certain nombre de choses quand même pour partage qui ne sont pas encore complètement prêtes à accueillir le V2G et sur lesquelles on est en train de travailler à vitesse un peu rapide pour pouvoir bien comment dire, accueillir ces nouvelles fonctionnalités. Donc, je parle du grid code parce que la norme européenne que doit respecter une borne qui injecte, ben, elle n'est pas encore complètement adoptée. Il y a des sujets autour de la maturité de la norme 1518-20, c'est-à-dire la norme qui régit les échanges entre la borne et le véhicule, sur lesquels on voit que bah, ça fonctionne encore pas de manière, on va dire, systématique et optimale, quelle que soit la borne, quel que soit le véhicule dans tous les cas. Donc, il y a encore du travail d'interop à travailler là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure de la cohabitation entre la production solaire et l'injection. Ça pose pas mal de questions et toutes les réponses ne sont pas encore disponibles. On a un sujet très Enedis qui est qu'aujourd'hui, les contrats d'achat étaient essentiellement tripartites, c'est-à-dire il y a un contrat entre Enedis et l'acheteur, un contrat entre l'acheteur et le client et un contrat entre Enedis et le client. Et ça, on essaie en train de le structurer avec ce qu'on appelle le contrat unique en injection qui va permettre de
simplifier ça sur le même modèle qu'on a sur le sous-tirage. Ça, c'est quelque chose qui arrive, mais l'industrialisation, elle n'est pas encore complètement faite. Or, les annonces constructeurs nous font penser qu'il y aura des milliers de clients très rapidement, et donc il faut qu'on accélère ça. Et puis, globalement, il y a un sujet aussi contractuel, parce que on voit que le business model, il fonctionne si l'opérateur de flexibilité, il a les deux, c'est-à-dire il a à la fois le soutirage et l'injection. Et donc ça fait penser qu'un certain nombre de contrats de soutirage qui sont sur des modèles assez statiques, on va dire aujourd'hui, pourraient devenir beaucoup plus dynamiques dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et puis derrière, pour pouvoir activer en résidentiel, donc le dernier sujet, il est essentiellement résidentiel, pouvoir activer en résidentiel un contrat de V2G, il faut suivre un process de raccordement. Et le process de raccordement, mais sans raccordement, puisque le réseau est déjà disponible dans la maison. Et donc, c'est un process qui est un peu une exception du process nominal. Et pour autant, il va falloir le dérouler dans des grandes proportions. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose qu'on travaille avec les différents parties prenantes de l'écosystème, à ce que ce soit le plus fluide possible. Notre objectif étant, encore une fois, de promouvoir ce nouvel usage qui va apporter de la flexibilité dont le pays a besoin, et qui va apporter des solutions innovantes et qui vont permettre de réduire la facture d'énergie des entreprises et des clients résidentiels, donc sur lesquels on est très attentif et très moteur. Merci beaucoup, Axel. Donc, on va passer à la séance des questions. Donc, j'ai mis un petit mot. Vous pouvez poser les questions dans le chat et puis comme ça, on les relaiera. Alors, une première question posée, si je ne dis pas de bêtises, par le régulateur. Donc, qu'en est-il de l'injection dans le cas d'une installation donc à domicile, j'imagine, sans panneau photovoltaïque, pour une injection par le véhicule, faut-il aussi prévoir une protection de découplage comme c'est le cas pour une installation PV? Voilà. Alors, tout à fait. Et par ailleurs, faudra-t-il déclarer aussi le fait de fonctionner en véhicule to grid à Enedis, comme on fait une déclaration pour une installation de production d'électricité? La réponse est oui aux deux questions. En effet, il faut une déclaration. Donc, quand je parlais de process de raccordement, c'est à ça que je faisais allusion, pour pouvoir activer l'injection, et qu'on puisse derrière faire parvenir notamment les données de comptage en injection à l'acheteur de l'énergie. Et d'autre part, effectivement, il faut une protection de découplage, avec une problématique, c'est que les spécificités les spécifications de ces protections de découplage ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre en Europe, et malheureusement, heureusement, la voiture peut franchir des frontières et aller d'un pays à l'autre, et donc du coup avec une problématique que ces protections de découplage, il faut qu'elles soient dans les bornes qui sont fixées à la maison, et qui sont donc liées à une localisation et donc à une norme, et pas dans les véhicules, alors que l'essentiel de l'électronique de puissance est dans les véhicules. Donc c'est une des problématiques, ça fait partie des problématiques sur lesquelles on travaille avec nos homologues européens, notamment DSO, et avec les constructeurs de véhicules qui, eux, sont tous européens. Il n'y a pas de constructeurs de véhicules qui ne vendent qu'en France. Très bien, merci. Alors, une deuxième question. Finalement, avant de passer au véhicule to grid, au bidirectionnel, il y a déjà effectivement le pilotage unidirectionnel. Pourquoi n'encourage-t-on pas davantage en fait ce pilotage unidirectionnel par des offres de tarifs dynamiques, en attendant justement de passer à cette étape ultérieure que sera le fonctionnement bidirectionnel? Alors, c'est une bonne question, et je ne suis pas super bien placé pour y répondre, parce que nous, on est un acteur régulé. Voilà. Néanmoins, je peux donner mon interprétation. Mon interprétation, c'est que le pilotage statique prend beaucoup de la valeur
et le pilotage dynamique, il a en France, avec le mix énergétique de production qu'on a en France, avec les variations de prix qu'on a en France, il a une valeur marginale relativement faible. Donc, il nécessite un coût technique pour pouvoir passer du statique au dynamique relativement élevé, c'est-à-dire que les matériels, les équipements pour pouvoir le faire sont plus coûteux, nécessitent une maison Internet, nécessitent des abonnements, etc., pour un gain finalement marginal par rapport au statique qui reste faible en France. Voilà. Donc, ce n'est pas une volonté, hein. C'est juste un constat avec les technos qui existent aujourd'hui et les prix qu'on connaît. Ça pourra changer à l'avenir, mais voilà. Alors que le V2G apporte un gain marginal plus élevé, donc il pourra justifier des investissements qui, au final, vont finir par être à peu près identiques. Ce qu'on anticipe, c'est que le surcoût du V2G par rapport au V1G va progressivement être réduit dans les années qui viennent. Et côté utilisateur, on constate qu'aujourd'hui, le client n'est pas encore peut-être assez mûr pour des offres de prix dynamique en fait, en tant que consommateur. Alors, on voit bien que c'est peut-être ce sur quoi il faudrait peut-être davantage aller. Surtout actuellement, où on voit qu'en journée, les prix de marché sont assez bas en fait. Là, on approche de l'été, mais même souvent le week-end, les prix de marché sont bas. Donc, c'est tout un système un petit peu à revoir et toute une relation entre fournisseurs et clients à revoir, quoi. Ouais. Ah, mais tu as raison de rappeler que effectivement les consommateurs français sont assez frileux à aller sur des offres dynamiques. Et donc, notre point de vue, c'est que pour les convaincre, il faudra un signal prix très important, enfin, un gain significatif. Ce n'est pas 10 ou 20 ou 30 euros par an qui suffiront à franchir le pas. Et c'est pourquoi on pense que c'est plutôt ce type d'offres qui vont permettre de déclencher ce changement de contrat qu'on arrive moins à faire aujourd'hui. Après, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, c'est un constat. Ok, bah merci beaucoup. Donc on va passer et on reviendra sur d'autres questions ultérieurement, mais on va passer à la deuxième présentation. Donc Mourad Tigercha de VDcom. Alors, merci. Voilà. Merci. Alors, attends, merci Marc. Oui, s'il te plaît. Voilà. Bonjour à tous. Merci Marc, merci Think Smart Grid de me donner cette opportunité de parler de cette technologie qui arrive, qui est la bidirectionnalité de la recharge, on va dire en particulier, le fait que le véhicule puisse reverser de l'énergie présente dans sa batterie sur le système électrique privé ou au public. Ça, c'est la partie technique. Après, plus globalement, de dire si on est dans une démarche V2G, V2X, c'est la possibilité d'utiliser cette énergie dans des situations à domicile ou carrément sur le système électrique. Pour parler de V2G, j'ai préféré de commencer par remettre un peu le contexte dans lequel on s'inscrit. À gauche, vous avez la projection de la production de l'énergie sur les 25 prochaines années en Europe, et vous allez pouvoir le constater très rapidement qu'avec la transition qu'on aura, les énergies renouvelables vont prendre de plus en plus de place dans le mix énergétique, et par définition, elles sont à la fois intermittentes et aussi imprévisibles. Donc, il va falloir, si on ne souhaite pas produire beaucoup d'énergie fatale, il va falloir réfléchir à travailler sur la flexibilité de la demande pour faire correspondre la consommation à la production, ou, c'est ce qui va se développer de plus en plus, le stockage de cette énergie pour pouvoir
l'utiliser. Donc, c'est ce que je mets au milieu là, c'est ce stockage d'énergie qui se développe assez fortement, va être utilisé à la fois pour accompagner cette introduction d'énergie intermittente, mais aussi il va être utilisé de plus en plus pour des raisons, pour des besoins de flexibilité de la demande et de l'offre sur le système électrique. Et notamment du fait qu'on va sortir de plus en plus les centrales, on va dire, polluantes, qui réagissent rapidement, mais qui vont être sorties très rapidement. Et aussi, ce stockage, il va aussi profiter à l'extrémité du réseau sur le périmètre du client pour optimiser la gestion de l'énergie. Parce que cette production d'énergie, elle va être aussi, on va la retrouver aussi aux extrémités du système électrique. Donc là, c'est dans l'environnement énergétique qu'on est sur cette situation. Et en face, on va voir l'arrivée de véhicules électriques, qui a un nouveau besoin, qui est un nouveau consommateur d'électricité. Il faut pouvoir l'intégrer et pouvoir le recharger. Donc, j'ai parlé de smart charging dans le sens V1J où il faut correspondre le besoin de la recharge aux contraintes de réseau. Mais progressivement, on peut être tenté de dire que ce véhicule électrique qui va venir avec une batterie, le véhicule est autour de 90% de son temps n'est pas utilisé. Donc la question, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire correspondre tous les trois tendances là que je mets en bas, qui sont le besoin qui va être de plus en plus important sur l'offre et sur la demande, le stockage et la question qu'on va se poser autour de la réversibilité de la recharge en disant est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que stockage pour répondre aux besoins de flexibilité. Je ne sais pas si tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît, Marc. Donc là, on va dire c'est la partie contexte, mais Marc Eusset a posé la question de dire est-ce que c'est aussi simple que ça? Je pense qu'on doit nous poser un certain nombre de questions avant de nous lancer. La première chose, c'est qu'on va dire en constat, on peut dire que la technologie V2G, à minima sur papier, elle va être intéressante pour répondre aux besoins de cette transition énergétique. Donc, naturellement, on peut nous poser la question sur la valeur associée à cet usage. Je vais y revenir après. Et par ailleurs, on a aussi on commence à avoir pas mal de développement de la partie stockage qui peut être stockage sur le système électrique avec de grosses batteries, mais aussi stockage à l'extrémité du réseau qui est souvent couplé avec la production photovoltaïque. On peut être aussi tenté de regarder les cas d'affaires ou les business models associés pour voir ce que le V2G peut être associé à ça. Ceci dit, il ne faut pas oublier que le véhicule, quand on l'achète, quand on acquiert un véhicule, c'est avant tout pour être mobile. C'est un moyen de mobilité. Et du coup, ça, on met tout dans le contexte. Je mets ici quelques questions qui ne sont pas forcément les seules, mais celles qui nous reviennent assez souvent dans les échanges qu'on a sur nos projets. C'est la chaîne de valeur, qui est comment on va actionner cette réversibilité de la charge. Quels sont les rôles qui vont intervenir et dans quel cas d'affaires pour ce V2G. On a aussi la partie légitimité de l'acteur qui va proposer le V2G, quel rôle va être le plus légitime pour ramener ce V2G en moyen de flexibilité sur les différents segments sur le système électrique. On a la question de l'utilisateur final qu'il ne faut pas du tout oublier, parce qu'il a acheté son véhicule pour qu'il l'utilise pour sa mobilité. Donc, est-ce qu'il va adhérer? Est-ce qu'il va adhérer après il se retire? Est-ce qu'il va être fiable en connectant son véhicule à chaque fois que c'est nécessaire? C'est des questions qu'on doit nous poser. Et bien entendu, pour les acteurs qui vont développer les services, la question, c'est de dire quelle est la taille du gâteau et surtout, est-ce que ce business va être pérennisé dans le temps? Si tu peux passer. Et pour ne pas simplifier les réponses, je vais mettre à l'écran un premier map de ce qu'on appelle la chaîne d'activation technique de V2G. C'est un travail qui est issu du projet Mobena qu'on mène à Vidicom, qui fait en fait ressortir que activer le V2G va nécessiter de faire communiquer trois métiers différents,
3 écosystèmes différents, qui sont ceux de la mobilité, ceux du système électrique dont on a parlé au début, et bien sûr le lieu où va se passer la recharge, qui est souvent, on va dire, du résidentiel, parce qu'on va être sur du stationnement long quand on va parler du V2G. Il faut arriver à les faire communiquer, à les coordonner, à les faire communiquer pour activer cette chaîne de V2G. Donc, ça constitue déjà un premier niveau de complexité qui n'est pas des moindres. Et c'est pour ça on va voir arriver pas mal d'activités de réglementation, de standardisation pour pouvoir, on va dire, arranger cette chaîne qu'on appelle end-to-end, qui reste assez complexe. Si tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît, Marc. Le deuxième volet sur lequel on va avoir de la complexité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'adhésion de l'utilisateur ou du client, si on souhaite l'appeler ainsi, quand on va parler de son, on va dire de lui proposer ce V2G. Il y a une très grande complexité technique pour actionner ce V2G. Et le client final, si on n'arrive pas, on a le défi de lui expliquer, de l'éduquer, de l'accompagner, de le former, de retirer toutes les craintes qu'il peut avoir avant d'adopter ce service. Et pour ça, on va devoir développer un argumentaire compréhensible pour un utilisateur moyen, parce qu'au début, je pense qu'on va arriver à capter on va dire les early adapters qui vont être plutôt techno, plutôt aisés, avec, on va dire, une maison, une capacité déjà de photovoltaïque installée, peut-être une maison intelligente, un véhicule intelligent, pourquoi pas, de la réversibilité encore mieux, d'avoir quelques features, c'est pourquoi pas. Mais pour adresser le marché de masse, il faut qu'on s'adresse à l'utilisateur moyen, avec des messages qui doivent être les plus simples possibles. Et pour ça, du coup, il faut qu'on mette d'un côté probablement des intermédiaires, de nouveaux acteurs qui vont travailler pour faire arriver ce service vers l'utilisateur final, et de l'autre côté, le reste de la chaîne de valeur qui va faire au début la captation de la flexibilité, l'optimisation pour respecter à la fois les besoins de mobilité, mais aussi les contraintes de réseau, avant de dégager une flexibilité marginale à proposer pour la flexibilité. On va voir des questions sur la génération de valeur qui sera faite autour de ça, l'écosystème à faire collaborer, qui va se répartir ce gâteau. Et bien entendu, il faut passer par de l'installation du matériel. On a parlé tout à l'heure de sa déclaration, probablement de sa certification, y compris des impacts sur les systèmes électriques à domicile qu'il faut peut-être renforcer. Il y a pas mal de sujets qu'il faut adresser. Et tout ça, il faut qu'on le simplifie pour que ces nouveaux intermédiaires qui commercialiseront le service à l'utilisateur final puissent le faire avec des arguments très simples, de type on garantit le besoin de mobilité, il y a rien à faire, il faut suffit de cocher sur une application quelque chose, et après, et même probablement on va être rémunéré sur ce service. Je ne sais pas, Paul, si tu peux passer, Marc, si tu peux passer au slide d'après. Donc globalement, quand on regarde l'opportunité qu'il a, la complexité de la chaîne technique à activer d'un côté, et la problématique de motiver l'utilisateur, et si on se remet dans une perspective 2035, donc on va dire dans des ans, je pense qu'à moyen terme, c'est ce qu'on voit venir, on va venir dans tous les travaux qu'on mène, c'est que tous les acteurs impliqués, notamment sur le hardware, travaillent sur des solutions, des produits qui vont supporter la bidirectionnalité, et on va aussi apparaître pas mal de velléités pour développer du service V2G. Mais du fait de ce que je disais aussi, il y aura un certain coût de coordination qui va être élevé, et une adoption par les clients qui va être forcément assez lente. C'est une nouvelle technologie qui est assez complexe à comprendre. Du coup, on pense qu'au début,
On va voir plutôt se développer des offres silotées, pas forcément très interopérables. On en a besoin pour éduquer le marché, pour que ça commence à exister. Mais par la suite, pour le marché de masse, il faudra repasser sur des choses, des éléments standards, pour déjà réduire les coûts et pour adresser beaucoup plus de monde. On pense aussi que dans la perspective qu'on va voir encore un certain nouveau mouvement dans les chaînes de valeur Oui, avec oui. des acteurs nouveaux ou d'anciens qui vont se reconfigurer pour ramener Non, mais cette j'étais dans la voiture. flexibilité et la proposer. On aura aussi on pense aussi, on est très convaincu que les concepts basiques vont bon se développer avant les concepts. Non, mais Je pense qu'il doit y avoir un micro ouvert, si vous pouvez le fermer. On pense aussi que dans l'ordre, d'ailleurs, on vient de parler, que c'est plus les concepts simples qui vont commencer à se développer au travers des signaux tarifaires potentiellement très simples qui pourront venir localement de la chaîne de comptage ou par programmation sur des applications qui vont gérer le photovoltaïque, le stockage. Et par la suite, les systèmes les plus complexes comme le FCR ou ce type de service vont un tout petit peu, vont venir un peu plus tard dans le temps. Un dernier point dans la perspective, le V2H peut être un élément d'entrée parce qu'il va être déjà dans un premier temps plus facile à expliquer à un utilisateur final, notamment pour optimiser sa facture énergétique, mais c'est c'est un première brique qui va pouvoir ouvrir par la suite le chemin à la partie V2G. On en a besoin, ce n'est pas en concurrence. Il faut regarder aussi dans une logique de service stacking qu'on aura plus à empiler des services qu'à les mettre en concurrence. Donc, si je reviens maintenant à la partie concrète, aujourd'hui, on travaille pas mal sur tout ce qui va être sécurité électrique. On va être sur de la génération d'électricité sur un réseau privé. Il y a pas mal de sujets sur la sécurité électrique qui sont notamment côté IUC. On a pas mal de standardisation en termes de communication pour coordonner les acteurs qui est aussi en cours, et pas mal de réglementation, notamment sur la partie grid code. En fait, c'est un sujet qu'il faut garder en tête aussi, que quand on est générateur sur le réseau électrique, il y a une plage. Quand le réseau est stable, on peut faire des services valorisés, mais dès que le réseau sort de sa plage de stabilité, on rentre dans un régime plutôt réglementaire et on va être en obligation de répondre pour, on va dire, entre guillemets, sauver ce réseau. Et quand, bien sûr, le réseau va devenir de plus en plus instable, on a aussi un certain nombre de protections à implémenter pour se déconnecter du réseau. Donc, c'est pas, y compris techniquement, et des équipements installés localement, il y a des choses, il y a pas mal de choses à faire. Merci. Voilà, donc là, c'est les étapes importantes qu'on aura sur les 10 prochaines années. Merci, Mourad. On va prendre quelques questions. Là, j'en avais noté une. Oui, donc, une question concernant, et je pense que tu peux peut-être avoir des éléments, concernant le surcoût aujourd'hui pour passer d'un véhicule qui serait compatible V1J à un véhicule compatible V2J. Et comment peut se répartir ce surcoût entre à la fois le véhicule et la borne, en fait, hein, sachant qu'il ça amène à du développement des deux côtés, quoi. Effectivement, il y a au début, ce que je disais, au début, ça va être, c'est des coûts de développement qui vont être, effectivement, on doit amortir. Le surcoût côté véhicule, sur la charge, quand on charge à courant continu, il n'y a pas un vrai surcoût. C'est surtout la charge à courant alternatif on aura besoin du coup d'un chargeur bidirectionnel embarqué dans le véhicule avec un certain nombre de contraintes nouvelles qui vont s'ajouter. Quand on discute avec les équipementiers, avec les constructeurs, on pense qu'à terme, il n'y aura pas vraiment de surcoût qu'on met un chargeur bidirectionnel ou unidirectionnel. Ça peut rentrer, tous les chargeurs peuvent être bidirectionnels par défaut.
Côté borne, donc là, c'est l'inverse, c'est la charge à courant continu qui aura un surcoût du fait qu'on adapte le chargeur. Et la charge à courant alternatif, il n'y a pas de vrai surcoût. On va dire, c'est plus de la communication qu'il faut adapter. Mais il ne faut pas oublier qu'en plus de la borne et véhicule, j'ai parlé là à l'instant de ce qu'on appelle les network protection, des protections anti-îlotage ou on va dire des protections électriques qui vont s'ajouter sur le réseau local qu'il ne faut pas oublier dans l'équation. Et là, en tant que VDCom, donc vous êtes amené à travailler avec différents partenaires et à discuter avec des homologues un petit peu à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe en fait dans d'autres pays, en Europe ou aux États-Unis? Comment est-ce qu'on se situe au niveau France par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres pays? Je pense qu'il faut, il faut déjà découper en deux grosses parties. En Europe, on a un système interconnecté, assez stable, assez bien géré. Donc, on arrive plus ou moins à retomber sur nos pattes. Et notamment en France, on a deux gros acteurs qui gèrent la distribution et le transport. Donc, c'est une stabilité qui ne va pas forcément aider le développement de la flexibilité. Donc, on est heureux d'avoir des systèmes très, très stables. Mais quand on regarde les endroits insulaires, enfin, on parle beaucoup de UK, on parle beaucoup d'Australie, on va parler des îles, où on aura beaucoup plus besoin de flexibilité du fait qu'on n'est pas interconnecté dans une maille très grande qui fait qu'on aura une flexibilité qui va être installée par défaut avec le foisonnement naturel. Donc, il y a cette première répartition. Après, quand on revient sur la plaque européenne, je viens de dire qu'en France, on a la chance d'avoir de gros acteurs qui se préparent. Donc, on a avec aussi un historique de comment le réseau s'est développé. Donc, on verra comment le V2G va se développer. Mais après, on va voir d'autres plaques sur lesquelles on va avoir plus de dynamique, comme les Pays-Bas. En Allemagne aussi, on va voir, on a l'impression que ça s'accélère plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pas du tout homogène aujourd'hui. Ok. Très bien, merci Mourad. Alors, on va passer donc à la dernière intervention, donc celle de Damien Pierre Saint-Flou. Donc Damien Pierre, j'ai vu que tu étais connecté. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, est-ce que, comme on n'a pas eu ton support en avance de phase, Ouais, donc... je viens de te l'envoyer, mais soit tu le Ah ouais, prends. mais là, comme je gère tout à la fois, donc ça va être un Ok, petit pas peu de problème. compliqué. Donc, je Non, pensais je vais plus prendre. simple si tu partages, ça doit marcher tous. Euh, Voilà, c'est bon, ça arrive. Tu as juste à passer en diaporama et ça va rouler. Alors, par contre, on voit ton mode. Ouais, j'ai pas partagé la bonne fenêtre. Pardon, je vais partager la bonne fenêtre. Excusez-moi. Voilà. Bien, voilà, Super. merci. Vous m'entendez? Oui. Ok, merci donc de Think Smart Grid d'organiser ce webinaire. Merci à tous. Alors, je vais vous parler d'un cas d'usage que nous avons développé dans le cadre de anciennement Fiat Chrysler Automobile, qui maintenant a rejoint le groupe Stellantis. Nous avons fusionné avec les anciens PSA et FCA. Ce cas d'usage est un cas un peu particulier parce qu'en fait, il adresse le V2G dans un contexte privatif qui n'est pas celui des particuliers. Et je vais vous en échanger quelques mots et je serai ravi après de répondre comme aux questions éventuellement que vous pourriez avoir. Voilà, je laisse le temps au slide de se charger. Alors, le V2G pose un certain nombre de questions pour la chaîne de traction électrique qu'est le véhicule. Je vais surtout parler des problématiques de chaîne de traction, évidemment. Donc, pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas forcément bien au fait de ça, donc il y a deux façons de charger ou de décharger la voiture, la batterie de la voiture. Soit en utilisant le AC, on parle de V2G AC dans ce cas-là, on utilise donc un chargeur embarqué réversible. On passe par la prise de recharge
alternatifs, hein, donc en l'occurrence triphasé ou monophasé, et le point de charge AC, qui doit être légèrement modifié pour accepter la fonction de réversibilité, permet de réinjecter dans le réseau à travers le point de livraison ou le moyen de raccordement qui est utilisé par l'utilisateur. Alors ça, c'est intéressant parce que le coût marginal d'évolution, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, le coût marginal d'évolution d'un chargeur bidirectionnel est assez faible finalement parce que la plupart du temps, les chargeurs sont déjà prévus pour être soit déjà réversibles, soit la topologie à quelques évolutions pour pouvoir être bidirectionnel, mais ça reste assez faible finalement, et le point de charge AC a également besoin de quelques évolutions, mais ça reste non structurant pour le point de charge. Le tableau électrique, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, devait avoir un organe de découplage, donc ça fait partie des coûts cachés qu'on oublie souvent de mentionner, parce que l'aspect on-board et off-board doit bien sûr être considéré pour l'ensemble de la fonction. Cependant, ça reste, au regard des volumes qui sont générés par la production en masse de véhicules électriques, le coût semble quand même plus abordable, et donc ce sont quand même des applications qu'on imagine assez prometteuses pour le B2C, hein, pour l'installation des particuliers. L'autre façon de décharger une batterie dans une voiture, la plupart du temps, en tout cas pour les voitures électriques, pure électrique, c'est d'utiliser la prise de recharge DC, dite mode 4, dite prise rapide, pour des puissances de charge et de décharge dans ce cas-là. Limité, bien sûr, on ne va pas décharger la voiture à 250 ou 300 kW, ça n'a absolument pas de sens. On utilise donc le bas de la plage de puissance de cette fonction, avec une borne de recharge extérieure qui doit être, bien sûr, avec une conversion réversible. Et on pense que ces cas d'application sont assez pertinents pour les usages en B2B, donc en professionnel, où la notion d'amortissement ou du leasing de l'infrastructure de recharge fait du sens, et en tout cas est assez familière. Alors, on a quelques challenges quand même à faire face. J'en ai cité 2 là, mais on pourrait en lister plusieurs dizaines. On va d'abord parler de... on rajoute du cyclage sur la batterie. Donc, on lui fait faire des cycles complémentaires qui ne sont pas liés au roulage, mais qui sont liés à des services énergétiques. On parle dans l'Euro 7 de kilomètres virtuels que voit la batterie, qui ne sont pas des kilomètres réels parcourus. Donc, on a un effet sur le nombre de cycles que voit la batterie. Et ça, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'études sur le sujet. Ça peut avoir de toute façon un effet qui n'est pas négligeable. Il peut être contenu, parce qu'il peut contrebalancer par d'autres stratégies le vieillissement calendaire de la batterie, mais ça reste des cycles complémentaires que voit la batterie. Le défi étant bien sûr pour nous que ça reste inclus dans l'offre complète à un client. L'autre défi que Mourad a évoqué légèrement, c'est que le véhicule et la borne doivent communiquer, donc avec un certain nombre de protocoles vis-à-vis de la voiture. C'est un certain nombre de 1518 en particulier, 61851 également, qui fixe la topologie du système de recharge, doit aussi être adapté au fait d'avoir les informations suffisantes entre le point de charge et la borne pour pouvoir effectuer, que ce soit en AC ou en DC, et accepter cette fonction de décharge. Donc, on a un challenge de communication, en tout cas vu de la part du véhicule. Alors, dans le cas particulier qu'on m'a proposé d'évoquer ici, c'est un système qui a été monté à l'usine de Mirafiori, dans le nord de l'Italie, où est produite la Fiat 500 électrique. Donc, dans ce cas particulier, les Fiat 500 sont utilisées en fin de ligne de production. En fin de ligne de production, elles rejoignent un parking de stockage qui a été spécialement aménagé par notre filiale Free2Move e-Solutions, qui constitue un ensemble de véhicules to grid regroupés dans le parking
qui est en bout de ligne de production. Les voitures restent sur ce site de cyclage, charge et décharge, et donc pendant approximativement, typiquement, une période inférieure à une dizaine de jours, et réalisent par ce fait des services énergétiques qui sont traités par Engie et des services réseau, la réserve rapide en particulier, dans le cadre d'un contrat avec Terna. À la fin de ces quelques jours de cyclage, d'utilisation des voitures en V2X, en V2G, les voitures sont expédiées dans le flux normal de commercialisation des véhicules et la fonction V2G est de ce fait désactivée. Donc un client normal qui voit arriver une voiture ne sait pas qu'elle a réalisé du V2G pendant qu'elle était dans le stockage. Elle est exactement identique à une autre voiture qui est arrivée en termes de logiciel et de configuration. Alors, ça soulève quelques challenges quand même, techniques auxquels on est confronté et qu'on essaie d'apprivoiser. D'abord, il y a une question sur la continuité de service. C'est en particulier la production. Elle a des hauts et des bas en fonction de la demande du client, et en particulier, on a des périodes d'arrêt de l'usine. L'été, bien souvent, au moins 15 jours, voire 3 semaines d'arrêt, plus des événements d'arrêt ponctuels qui peuvent arriver en raison des aléas de production. Mais ça veut dire que pendant cette période d'arrêt de production de la ligne, le schéma de first in, first out qui est dans le flux continu de production des voitures au-dessus ne peut plus être réalisé. Donc, pendant cette période-là, on a un levier qui est de refaire revenir des voitures qui ont déjà passé cette étape-là, avec des difficultés logistiques. On a la possibilité d'avoir du stockage stationnaire à côté. Ça, c'est le deuxième levier. Troisième levier, on peut arrêter le service. Or, pour ceux qui suivent un peu ce genre de service, en fait, quand on est sur des services de réserve, le fait de l'engagement est supposé être continu. Donc, ça fait partie des négociations importantes avec Terna. Donc, le Terna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le TSO, c'est l'équivalent de RTE en Italie. D'accord, c'est le gestionnaire de réseau de transport. Il y a un autre défi, c'est la gestion logistique, parce que les véhicules, ils sortent de l'usine et ils doivent être stationnés par un opérateur sur une place de parking qui est libre sur cet ensemble d'infrastructures de recharge. Ensuite, une fois qu'elle a atteint la fin de son service, et elle doit être déplacée à la main pour être mise à disposition d'un autre parking qui est celui du stock logistique avant l'expédition dans les concessions. Donc, ça nécessite des opérations quotidiennes de changement de véhicule et bien sûr, ces opérations sont suivies par un système IT qui permet d'identifier à chaque instant la localisation des véhicules et les opérations qui sont réalisées sur chaque véhicule pour historiser et pouvoir suivre ces véhicules. Le troisième levier, que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la question de la garantie et la capacité de la batterie qui doit bien sûr être préservée. Donc, on a développé tout un mécanisme d'abord de design de la batterie en conséquence, de co-design avec le fournisseur de la batterie et des limites d'utilisation du service de manière à pouvoir être dans l'enveloppe de la marge de capacitaire que nous avions négocié avec le fournisseur de la batterie, qui est Samsung en l'occurrence sur ces voitures-là, de manière à ce que la capacité de la batterie au moment de sa commercialisation soit alignée avec ce qui est vendu au client dans la référence technique de la voiture. En l'occurrence, 24 ou 52 kWh. Alors, quelques chiffres associés à ça. Alors, on a commencé par 32, on a fait un premier, ils ont fait, parce qu'à l'époque, c'était encore Fiat. Nous avons fait un premier lot de 32 bornes de recharge bidirectionnelles avec deux pistolets. Et donc, on se retrouve avec 64 véhicules qui ont commencé à faire la première expérience. Et on est en train de monter la volumétrie pour arriver jusqu'à
280 points de charge supplémentaires qui pourront accueillir sur un énorme parking sous ombrière photovoltaïque 560 véhicules, ce qui constituera 25 MW de puissance disponible, avec en particulier un stockage complémentaire de batteries stationnaires à côté, et qui est en train d'être officiellement lancé en mode opératoire complet auprès de Terna cet été. Et donc, si on veut faire un peu le tour des grandeurs physiques qui sont associées, donc on a le cyclage énergie throughput de la batterie, c'est 5 MWh qui est cyclé pendant ces périodes de stationnement. Les voitures restent entre 2 et 3 jours, maximum 10 sur le point de parking et le point de branchement. On a eu des subventions européennes pour ce faire, donc 1,5 million d'euros qui ont été subventionnés par la Commission européenne. On a un an de tests préliminaires qui ont été faits dans la phase 64 véhicules, 32 bornes. Et ça permet d'économiser plus de 6 000 tonnes de CO2 par an par l'activation de cette batterie stationnaire en lieu et place de mécanismes de réserve rapide sur le réseau italien. C'est sans compter l'autoconsommation associée aux panneaux photovoltaïques qui peuvent être raccordés en complément. Et là, on est plutôt sur 5 tonnes supplémentaires, 5 000 tonnes supplémentaires. Voilà. Et donc, on a aussi un certain nombre de valorisations qui sont contractuelles et qui sont publiques, parce que c'est un contrat avec TSO, qui sont, on a quelques dizaines de kilo-euros associés à par mégawatt et par an, associés à cette infrastructure. Voilà, en conclusion. Je te laisse conclure. Juste pour conclure, après je pourrai répondre aux questions. En conclusion, on est quand même assez content satisfait et fier d'avoir fait ce système-là. Ça a été un investissement assez lourd pour le groupe parce que malgré les subventions, il a fallu quand même investir, y compris pour le ramp-up jusqu'à 500 voitures. On a quand même investi les infrastructures de recharge en sortie d'usine. On a pu développer, grâce à notre filage Fleet Movie Solutions, un certain nombre d'assets techniques, que ce soit des bornes de recharge ou des évolutions de soft à l'intérieur des véhicules, qui nous ont permis de préparer ce qui sera la suite dans les futurs véhicules commercialisés en 2025-2026, qu'on espère pouvoir avoir des systèmes qui pourront être commercialisés dans ce sens. Bien sûr, merci. Potentiellement plus petites. Merci, Damien Pierre. Une première question que je vais te poser, qui a été posée en fait tout à l'heure à l'occasion de l'intervention de Mourad, mais finalement qui te concerne, je pense, plus toi, c'est l'impact sur la durée de vie, qui est la question qui revient régulièrement. Comment faire pour essayer de le minimiser, cet impact-là? Alors, la durée de vie des batteries, je suppose. Oui, pardon. Ça va être appliqué aussi à la conversion. Des batteries, mais peut-être qu'il n'y a peut-être pas que la durée de vie des batteries. Oui. En fait, on pense souvent que la durée de vie des batteries, mais probablement qu'il y a d'autres choses. On pense aux batteries souvent parce que c'est un sujet épineux qui fait un peu froid dans le dos. Mais bien sûr, on pourrait en discuter. L'électronique de puissance n'est pas prévue forcément pour faire, en tout cas l'électronique de puissance embarquée, sur des profils de mission où on fait du fonctionnement H24, où on augmente de manière significative les temps d'activation. Donc, en fait, la durée de vie des batteries, il y a deux composantes dans une durée de vie de batterie. Je vais rentrer un peu dans le détail. Il y a une partie qui est liée au cyclage, énergie throughput. Donc là, ça se compte en nombre de cycles pour lequel la batterie est prévue d'avoir une capacité résiduelle supérieure à un certain seuil, qui correspond à notre engagement garanti vis-à-vis du client, mais qui, du coup, est aussi un engagement contractualisé avec notre fournisseur de batterie, notre fournisseur de cellules.
En l'occurrence, le benchmark actuel et ce qu'on applique, c'est 160 000 km, 8 ans, 80% de capacité de batterie résiduelle. Donc ça constitue donc une trajectoire, c'est-à-dire qu'à 8 ans et ou 160 000 km, la capacité de la batterie doit être supérieure à 80% de sa capacité initiale. Donc ça constitue entre le point de départ et ce point d'arrivée une trajectoire autour de laquelle un certain nombre de véhicules, parce qu'ils roulent beaucoup, vont tangenter cette trajectoire ou vont être en dessous de cette trajectoire, c'est-à-dire qu'ils vont être plus dégradés. Si un véhicule ne roule pas beaucoup, eh bien, il va avoir de la marge par rapport à cette trajectoire, c'est-à-dire qu'il va dégrader moins vite. Et dans cette marge, en fait, par contractualisation avec le fournisseur, par redimensionnement des batteries, on peut insérer un nombre de cyclages quotidiens, mensuels ou par année, que l'on peut dédier à des services V2X qui constituent des cyclages qui ne sont pas affectés à du roulage en kilomètres réels, mais à du roulage en kilomètres dit virtuel, tel qu'il est en train d'être défini dans un certain nombre de régulations, dont l'Euro 7. D'accord. Ça, c'est lié au cyclage. Et il y a une autre tendance qui est le vieillissement calendaire, qui, vous posez une batterie sur une table, quoi que vous fassiez, elle perd de la capacité par dégradation naturelle des capacités. Et donc, cette dégradation calendaire, un des facteurs premiers, c'est le niveau de charge, c'est-à-dire que si vous laissez, vous le voyez déjà sur vos PC ou sur vos téléphones, hein, s'il est en permanence chargé à 100%, la capacité de la batterie va vieillir plus vite, et donc voilà, le système, dans les technologies lithium-ion en particulier, vont vieillir. Et donc, le V2G peut, en modulant le SOC, le niveau de charge moyen des batteries, venir compenser une partie de cet état de charge haut en ayant un meilleur contrôle sur la recharge. Donc les deux peuvent se compenser en partie, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé, et ça se traduit dans les schémas de négociation que nous avons, ou que d'autres constructeurs ont également, hein, en un budget de cyclage autorisé pour l'agrégateur, un budget qui peut être annuel ou sur l'ensemble de la durée de vie ou sur une durée de contrat, qui est donc la base de cyclabilité que l'opérateur pourra réaliser. D'accord. Ok, merci. Une petite question sur l'expérimentation en Italie, là. Quelle était la puissance des bornes, en fait? Les bornes sont de 50 kW. D'accord. C'est plutôt le haut du panier en termes de bornes d'essai pour ce type de service, hein, parce que les expérimentations qui sont menées, que ce soit de différents projets collaboratifs, pilotes ou partenaires, on est plutôt autour de 10 kW pour un usage B2B, ce qui est plus cohérent avec un raccordement de type bâtiment ou maison, ou même petit industriel, donc on est plutôt sur du 11 ou du 22 kW. Là, on a une borne qui est à 50 kW, parce que comme on utilise sur une période très courte, finalement sur la vie du véhicule, cette fonction V2G, on avait besoin d'avoir un équilibre entre le nombre de bornes et la puissance réalisée par la flotte de véhicules vis-à-vis du réseau, qui a abouti à cette opération. Si on était dans une solution B2B ou grand public, on ne serait pas sur ces niveaux de puissance, évidemment, parce que ça amène des investissements colossaux en termes de prix. Et donc, par rapport à cette puissance 50 kW, c'est à la fois en injection et soutirage dans le... Oui. D'accord, ok. Une petite question là aussi, alors là c'est plutôt moi qui la pose. Dans l'expérimentation qui a été faite, par rapport aux aspects réglementaires vis-à-vis de la partie électrique, raccordement, etc., ça s'appuyait sur la réglementation existante, ou alors c'était une réglementation qu'on appellerait bac à sable? Alors en Italie, ça a été fait par une réglementation bac à sable avec Terna. Parce que c'était les premiers objets V2G qui étaient connectés. Hein. Il faut savoir que comme on se raccorde au transformateur HTABT de l'usine, on est vraiment sur un cas particulier de gros industriels,
Donc, il y a eu vraiment un schéma de discussion très spécifique qui a été mené avec Terna Ok, et le DSO italien. d'accord. Merci. Alors, on va passer à une autre séance de questions. Là, on va poursuivre sur les questions, mais là, ça pourra s'adresser à l'un des trois intervenants. Alors, une remarque là, qu'on peut se faire, c'est qu'à vous écouter, donc on voit qu'il y a les expérimentations, finalement, globalement, étaient souvent tournées vers, effectivement, le véhicule to grid, c'est-à-dire par rapport à des services réseau. Donc là, Damien Pert a mentionné donc, le réglage de fréquence. Vous avez fait aussi un petit peu aussi de l'arbitrage. Mais finalement, tout à l'heure, il apparaissait que pour, on va dire, démocratiser un petit peu le service, peut-être que la première utilisation sera peut-être davantage en véhicule to building, véhicule to home, c'est-à-dire sur une valorisation aval compteur, quoi. Comment vous voyez ça en fait? Est-ce que l'effort serait peut-être plus à mettre là-dessus et est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas que les expérimentations aussi soient plus tournées vers des applications véhicule to building, véhicule to home? Je ne sais pas pour qui s'adresse la question. En fait, je sais pas, on peut, toi, Damien Pierre, puis après, éventuellement, Mourad et Nicolas, enfin Axel. En fait, tant qu'on reste en autoconsommation vis-à-vis du compteur, c'est-à-dire qu'on réinjecte dans le bâtiment sans réinjecter en un compteur, on reste dans un schéma d'autoconsommation vis-à-vis de notre DSO favori. Ce qui veut dire qu'on peut de toute façon réaliser des services front the meter en ayant une activité uniquement behind the meter. C'est les schémas qui sont actuellement travaillés par un certain nombre d'acteurs, ce qui permet d'alléger les contraintes de contractualisation de la réinjection. En plus, ça évite la double taxation au passage. Du coup, cet environnement-là, donc là, je retournerai certainement la main à Axel, qui va pouvoir compléter et donner les derniers éléments à jour, nous incite à faire un stacking de services entre une proportion de services front the meter et de la pertinence énergétique via un EMS du bâtiment ou de la maison pour aller capter la valeur liée à tous les schémas qui sont en sous-terrage ou associés à des facturations time of use, par exemple. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. En effet, comment dire? Je pense que la valeur, elle est chercher des deux côtés. Il y a une remarque de Pierre Mallet sur le fil aussi qui rappelle que la réserve primaire en France, elle est saturée par les batteries stationnaires et donc les véhicules arrivent après. Et donc, on ne sait pas s'il y aura une place à prendre sur ce sujet. Je pense que, ce qui est complètement vrai à date, je pense que le sujet, il est global. C'est-à-dire que le fait de faire du V2G par rapport à du V2B ou du V2H, ça permet de valoriser son injection sur les marchés à des prix qui sont relativement élevés à certaines heures. Indépendamment des services évolués, ça permet déjà ça, ce que vous ne pouvez pas faire en V2B ou V2H. Après, c'est une question de compensation entre votre conso et votre production. Un site qui est extrêmement consommateur, type une usine, sur lequel il y a un parking avec une trentaine de voitures connectées, a priori, il aura largement de quoi faire en V2B sans avoir besoin d'aller sur le marché. À l'inverse, un logisticien automobile qui a un parking avec 1500 voitures qui doit maintenir en charge parce que c'est dans le cahier des charges du constructeur et qui a la consommation, c'est juste le frigo avec les coca pour les personnes qui déplacent les voitures, lui, il ne pourra pas se contenter du B2B. Voilà. Moi, je pense que la réflexion, elle est sur l'éventail de services qui seront proposés et qu'il faut regarder. Après, sur le sujet de la double taxation, moi, je ne m'exprimerai pas sur la partie taxe
Enedis, on ne s'exprimera pas là-dessus. Sur la partie TURP, incitatif pour l'injection, il y a des réflexions en cours avec la CRE. Pareil, j'en parlerai pas publiquement aujourd'hui, mais on travaille sur ces sujets pour essayer d'expérimenter des choses. Mmh. Et Mourad, dans les travaux que vous menez côté VDCOM, est-ce que la distinction éventuellement véhicule to grid ou véhicule to building, c'est une distinction importante à prendre en compte, ou finalement, ça, pour vous, dans vos travaux, les deux sont similaires d'un point de vue, on va dire, techniquement, standardisation, des choses comme ça? Je pense qu'on essaie de répondre aux deux questions, comment et pourquoi faire. Le pourquoi faire, on vient de répondre, hein, c'est pourquoi on va faire cette bidirectionnalité et où est-ce qu'elle va s'insérer. Après, pour les expérimentations, il y a beaucoup de choses qui se font autour de comment, parce que j'ai parlé de la complexité d'actionner le signal, quel type de signal, comment il va arriver, quel temps pour le recevoir, l'interpréter, être interopérable. Donc, il y a pas mal d'expérimentations sur comment réaliser des choses. Et en parallèle, effectivement, on avance progressivement sur le pourquoi faire, tel qu'on vient de l'adresser. Je vais pas y revenir dessus. Mais je pense qu'il faut être sur les deux plans. Et l'expérimentation aujourd'hui, elle est beaucoup plus technique que pourquoi on va le faire, même s'il y a des études d'opportunités qui sont réalisées. Mmh. Et donc, aujourd'hui, compte tenu des progrès quand même, qui ont été faits, on va dire, parce que c'est un sujet qui est sur la table en fait depuis quand même un certain nombre d'années, d'une manière générale, la pilotabilité du véhicule. On va dire, on estime qu'on pourrait être en mesure de déployer ou de permettre, on va dire, un déploiement. Après, ça dépendra aussi des utilisateurs, mais on pourrait être en mesure d'envisager un déploiement de ces nouvelles technologies d'ici combien d'années Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce qu'on a un peu une vision un petit peu là-dessus, ou ça reste encore trop tôt pour... Je dirais, tout dépend de sur quoi, si je peux commencer la réponse, et je n'aurai pas toute la réponse, mais on va dire sur le corpus normatif de comment faut faire les choses et comment on doit réaliser les systèmes. On doit être avec toutes les pièces du puzzle d'ici 2028. Donc, 2028, on saura comment il faut faire de manière standardisée. On saura comment faire. On va voir pas mal de produits, on en a déjà aujourd'hui, mais comme je disais tout à l'heure, ça va être des offres silotées porté dans des écosystèmes assez fermés. Et le grand développement, le déploiement interopérable, je le daterais plutôt à partir de 2029 ou même peut-être après 2030. Mhm. Je ne sais pas, ça c'est ce qu'on voit de notre point de vue. Mhm. Et côté constructeur, Je alors, partage un peu la ouais. question, c'est la maturité en fait. Hein. Quand est-ce que les offres arrivent, c'est ça? Mhm. Alors, en fait, il y a déjà des offres qui commencent à arriver. Vous avez mentionné Nissan, hein, qui a lancé, qui depuis 2014, le chalumeau est compatible de la réversibilité en DC. Donc la question de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir mettre des offres sur le marché. Renault sont en train de développer des choses dans un schéma propriétaire. Et c'est très bien parce que ça va permettre de lancer des solutions techniques. La vraie question, c'est est-ce que l'on veut et est-ce que l'on a besoin d'interopérabilité pour ces fonctions-là? Je dirais entre la borne et le véhicule, peut-être, ça peut se discuter. Après, pareil, sur le back-end de la pilotabilité et la structuration de tout ce qui est l'écosystème arrière, sur les aspects techniques, c'est mieux d'avoir l'interopérabilité, ça permet de dynamiser le marché, d'avoir plus d'acteurs qui peuvent se lancer parce qu'ils savent ce qu'ils doivent développer, ils sont sûrs de ne pas développer pour rien. Mais là aussi, ça peut se discuter. Voilà. Donc, pour donner une sorte de grandeur de l'âge, je pense que entre 2028, tout le monde aura, tous les grands acteurs auront stabilisé. Les choses se seront décantées sur l'aspect réglementaire et normatif, et permettront d'avancer en étant
En ayant lancé quelques pilotes à gauche, à droite, participer à des projets collaboratifs, ça permet de tester l'appétence du marché et de structurer les offres, hein, comme Axel l'a mentionné. Il y a beaucoup de questions sur la façon dont on contractualise ce type d'offre de flexibilité et la pilotabilité. Voilà. Et après, il faut qu'on ait faut que l'on ait des clients qui soient convaincus et rassurés. Oui, c'est ça aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le client au bout de la ligne quand même. Parce que des fois, on fait beaucoup, on imagine beaucoup de choses, mais on a tendance à oublier qu'il y a un client aussi et qu'il va falloir le convaincre, lui expliquer qu'il y a un intérêt pour lui également, quoi. L'intérêt, ça va être le TCO, hein. Si le client est rémunéré ou voit un avantage financier, quel qu'il soit, il sera incité à le faire. On Après, peut pour le client, il évoquer faut que les conséquences écologiques si l'on veut, mais c'est être à son intérêt. faut que l'intérêt soit suffisant, quoi, parce qu'autrement, Oui, bien sûr. et puis que Oui, ce il soit faut que pas la trop valeur complexe. Il ne faut captée, pas que ce soit trop complexe. faut que la valeur captée et redistribuée soit suffisamment attractive pour voilà, emporter la décision d'investir ou d'achat dans ce type de fonction. D'accord. Et donc, en dernier point, si on devait mentionner un point clé, on va dire, ou un point de blocage important, ce serait lequel selon vous alors, si on commence par Axel. Sans aucun doute, les points qui viennent d'être évoqués sur l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui existe à date, ce sont des XP à plus ou moins grande échelle dans différents pays. Ce que Renault propose de faire, c'est une XP à l'échelle industrielle, mais ça reste, comme ça a été mentionné, sur un truc un peu fermé. La question maintenant, c'est l'interopérabilité et des normes qui fonctionnent et qui soient matures et qui permettent de généraliser ça. Enfin, pour moi, c'est la première étape. Après, il y a plein d'autres choses à construire. J'en ai évoqué un certain nombre, mais la première étape, c'est celle-ci. D'accord. OK. Et côté Mourad, pareil? Moi, je pense beaucoup à l'adoption. Il y a l'interopérabilité, c'est notre cheval de bataille. C'est vraiment, on est très actif là-dessus. Après, il ne faut pas oublier le client. Parce que il faut vraiment l'accompagner, l'éduquer, lui expliquer ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Et lui proposer des offres. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'accompagner, parce que déjà, il faut qu'il passe au véhicule électrique, le premier pas. Et après, une fois qu'il est sur le véhicule électrique, pourquoi il va accepter que. Déjà qu'il est stressé par la charge, pourquoi il va décharger sa batterie? Oui. Et Damien Pierre, puis après on va conclure. Ouais, il faudra laisser passer par les Régis également. Je serais peut-être content de conclure un peu. En fait, je pense que s'il y a de la valeur d'usage, l'interopérabilité n'a pas forcément de raison d'être, n'est pas un impératif. On voit l'expérience de Tesla avec ses superchargeurs. Aux États-Unis, par exemple, quand ils ont développé leur système NACS qui était complètement propriétaire, ça leur a permis de développer une infrastructure rassurante pour leurs clients parce que derrière, il y avait une valeur d'usage avec les superchargeurs. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que ça se réfléchisse en termes de qu'est-ce que l'on apporte comme valeur ajoutée vis-à-vis du client, dans un environnement qui est bien sûr rassurant et confortable pour lui. OK, merci à tous les trois. Et puis, pour ces échanges très, très instructifs et très enrichissants. Il reste pas mal de questions, pas mal de remarques dans le chat et des fois certaines personnes qui apportaient des commentaires aux questions posées. Donc, c'était aussi enrichissant de ce point de vue-là. Je vais laisser un mot de la fin à Régis. 30 secondes. Merci beaucoup à tous les trois en tant qu'intervenants. Merci beaucoup à Marc. Je remercie aussi évidemment mes équipes, Sigmar Ritz et notamment Lou Kubiak en tête pour l'organisation. Ce webinaire a été enregistré, donc il pourra être revu si vous le souhaitez. Et puis pour nous allons aussi continuer à essayer de fédérer les différents acteurs de cette chaîne pour que, au final, le client puisse s'y retrouver et être gagnant sur sa facture d'électricité. Et je pense qu'on a beaucoup de technologies et de bonnes têtes pensantes pour y arriver. Merci beaucoup à tous. Très bon après-midi. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.